Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse aux guerres entre les Russes et l'Empire ottoman. Tout au long de son histoire, ou presque, l'Empire ottoman a été présent sur le continent européen. De ce fait, il a toujours vécu au contact immédiat des pays européens. Voilà une donnée fondamentale de son histoire qui le distingue de celle des grandes civilisations extra-européennes, comme les mondes indiens, japonais ou encore chinois. Vous voulez en savoir plus sur la guerre entre les Russes et les Ottomans? Venez avec moi. Au début du 19e siècle, les relations entre l'Empire russe et l'Empire ottoman sont régies par le traité de Kutchuk-Kaniachra. Celui-ci, signé en 1774 à la suite d'une guerre entre les deux pays, 1768-1774, contient les germes de différends qui opposeront les deux puissances tout au long du 19e siècle. En effet, le traité offre à la Russie des avantages sans précédent. Le droit pour la flotte russe de naviguer en mer Noire, d'utiliser les détroits, réservé jusque-là à l'Empire ottoman. Le droit de protéger des ressortissants orthodoxes. Le droit de représenter les minorités moldaves et valaques. La libre navigation de la flotte russe sur la mer Noire et la question des détroits deviennent des enjeux dans la politique extérieure de la Russie et dans ses relations avec l'Empire ottoman. Les deux autres droits accordés par le traité lui permettent d'étendre son influence dans l'Empire ottoman, où les orthodoxes sont nombreux, et de disposer d'un droit d'intervention dans les affaires de celui-ci. Une deuxième guerre oppose les deux pays entre 1787 et 1792. La paix signée le 9 janvier 1792 reprend les clauses du traité précédent et donne de nouveaux territoires à la Russie, la Crimée et la Géorgie. L'expédition française en Égypte, 1798-1801, est l'occasion d'une brève alliance entre la Russie, la Grande-Bretagne et l'Empire ottoman, signée à Constantinople en 1799. Cependant, cette alliance contrarie les volontés d'expansion territoriale de la Russie en Europe, notamment dans les provinces danubiennes et les Balkans. Très vite, la Russie se rapproche de la France au détriment de son alliance avec l'Empire ottoman. Toutefois, les deux pays ne parviennent pas à s'entendre sur un plan de partage de l'Empire ottoman. Tandis que les hostilités entre la France et la Grande-Bretagne reprennent, la Russie du tsar Alexandre Ier décide d'envahir l'Empire ottoman. Face à cette menace française, Napoléon est aux portes de la Russie. Une paix est négociée en 1812 entre la Russie et l'Empire ottoman. Elle est entérinée à Bucarest. L'avantage est à la Russie. Elle obtient en effet la Bessarabie. La paix revient pour un temps entre les deux pays. Les relations entre les deux empires au début du 19e siècle sont représentatifs de ce qu'elles seront tout au long du siècle. Tour à tour cordiales et tendues, et les points de conflit sont bien définis. Mais ces relations ne sont pas uniquement bilatérales. Elles s'inscrivent dans le cadre plus large du jeu des grandes puissances européennes qui visent à maintenir l'équilibre en Europe au fur et à mesure que les alliances évoluent et que les ambitions de chacun, nationaliste ou impérialiste, tendent de se réaliser. Lorsqu'éclate la guerre d'indépendance grecque, la Russie décide de ne pas soutenir la rébellion, bien que le tsar ait accepté que son ancien aide de camp, Alexandre Isavlanti, en prenne la tête. En effet, la Russie ne souhaite pas entrer en conflit avec l'Empire ottoman et laisse à l'Autriche et à la Grande-Bretagne le soin de jouer le rôle de médiateur entre les insurgés et le pouvoir ottoman. Avec la mort mystérieuse ou la disparition d'Alexandre Ier, le 1er décembre 1825, et l'avènement de Nicolas Ier sur le trône, la situation change. Celui-ci exige que certaines clauses du traité de Bucarest, jusque-là laissées de côté, soient respectées. Pour éviter une intervention russe, le sultan confirme, par une convention signée le 7 octobre 1827 à Ackermann, les dispositions du traité de Bucarest, selon lesquelles la Russie devient la protectrice des principautés roumaines et serbes. Mais le sultan refuse de négocier et la Russie déclare la guerre à la Sublime Porte le 28 avril 1828. Suite à une campagne rapide et victorieuse pour les Russes, un traité de paix est signé à Andrinople le 14 septembre 1829. Les avantages obtenus par ce traité, la libre circulation des navires marchands russes sur les détroits, la confirmation du protectorat russe
sur les principautés roumaines et serbes, la conquête de nouveaux territoires pris à l'Empire ottoman. Pour un temps, la Russie ne cherche plus le démembrement de l'Empire ottoman, qui donnerait naissance à des pays concurrents, et s'érige en protectrice de celui-ci que le tsar Nicolas Ier a qualifié d'homme malade de l'Europe. Ce nouveau volet des relations russo-ottomanes est illustré lors du conflit opposant le pacha d'Égypte entre en guerre contre la Sublime Porte en 1831. Mohammad II fait appel à la Russie qui envoie sa flotte en soutien. La Russie considère qu'elle doit protéger l'Empire ottoman et craint qu'une victoire de Mehmet Ali ne lui fasse perdre les avantages acquis avec le traité d'Andrinople. Face à la menace que constitue l'Égypte pour l'intégrité de l'Empire ottoman, la France et la Grande-Bretagne interviennent sur le plan diplomatique. Pour régler le conflit, la Russie négocie avec le sultan le retrait de sa flotte et obtient avec le traité du 8 juillet 1833 un droit d'intervention dans les détroits en cas de conflit entre l'Empire ottoman et un autre pays, alors que ceux-ci restent fermés à toute autre flotte de guerre. Les guerres de Crimée est l'illustration que les relations russo-ottomanes au XIXe siècle sont soumises au jeu des grandes puissances européennes. Le conflit se cristallise autour de la question des lieux saints. Les Latins d'Orient exigent du sultan que celui-ci leur accorde l'accès à l'église de la Nativité de Bethléem, ainsi que le droit d'y officier, ce qui indigne le patriarcat grec orthodoxe. Napoléon III, qui souhaite se concilier la faveur du clergé catholique français, décide de s'ériger en protecteur des Latins d'Orient. La Russie, qui cherche à être reconnue comme la protectrice des orthodoxes de l'Empire, prend possession pour le camp adverse. L'Empire ottoman est pris entre deux fronts. L'ambassadeur du tsar, Menchikov, transmet alors un ultimatum au sultan. Si celui-ci ne reconnaît pas la Russie comme unique protectrice des orthodoxes de l'Empire, elle attaquera. Le sultan fait à nouveau des concessions en réitérant la garantie de la liberté religieuse pour tous les sujets de l'Empire le 6 juin 1853. En dépit de ce geste, la Russie décide d'attaquer et d'envahir l'Empire. La Sublime Porte lui déclare la guerre le 4 octobre 1853. Face à l'invasion russe, la France et la Grande-Bretagne s'allient, voulant préserver l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman, qui lui garantit le passage vers la route des Indes. Cependant, cette aide n'est pas sans contrepartie et les deux pays exigent du sultan qu'il s'engage plus en avant dans les réformes. Le sultan accepte et en mars 1854, les deux puissances entrent en guerre contre la Russie. La guerre se déroule principalement en Crimée, où les armées russes, françaises, britanniques et ottomanes s'affrontent dans des combats sanglants. Le siège de Sébastopol, principal bastion de l'armée russe, dure près d'un an, de septembre 1854 à septembre 1855, faisant plusieurs milliers de morts dans chaque camp. La mort du tsar et l'avènement de son fils en mars 1855 permettent aux différentes parties d'entamer des négociations. Cependant, ce n'est qu'avec la chute de Sébastopol le 10 septembre 1855 que la guerre prend réellement fin. La Russie a été vaincue par l'alliance franco-britannique. Les négociations de paix s'engagent à Paris le 25 février 1856 et le traité de paix est signé le 30 mars 1856. Entre-temps, la Sublime Porte, tenant ses promesses vis-à-vis de la France et de la Grande-Bretagne, a publié le 18 février, qui perpétue les réformes, donnant notamment aux communautés religieuses une plus grande autonomie. Le traité de Paris renouvelle le statut des détroits, censé limiter l'ingérence des pays européens dans les affaires de l'Empire ottoman. Les relations russo-ottomanes dans la première partie du XIXe siècle sont donc complexes. Les conflits s'articulent entre trois points: la volonté de la Russie de s'étendre sur les Balkans, de s'ériger en protectrice des sujets orthodoxes de l'Empire ottoman et de pouvoir faire usage des détroits et de la mer Noire. Trois points qui menacent l'intégrité et la souveraineté de l'Empire ottoman. Cependant, la position russe n'est pas constante. Elle évolue selon les rapports de force européens et selon les ambitions des tsars qui se succèdent. L'Empire ottoman, face à ses ambitions, n'a presque jamais l'avantage dans ses relations avec la Russie et doit bien souvent s'adapter ou réagir face aux initiatives russes.
La paix instaurée par le traité de Paris mettant fin à la guerre de Crimée ne dure pas. En effet, cette paix reposait sur la capacité des grandes puissances européennes à agir de concert et à préserver l'intégrité de l'Empire ottoman. Cependant, leur ambition personnelle s'exprime à nouveau, notamment en politique extérieure, obligeant l'Empire ottoman à faire face à d'importantes crises qui menacent son intégrité. Ainsi, en 1859, Alexandre Kouza est élu à la fois chef du gouvernement moldave et chef du gouvernement valaque. C'est le premier pas vers l'unité roumaine qui échappe alors un peu plus à la tutelle ottomane. De la même façon, une révolte éclate en Crète en 1856. Elle désire être rattachée à la Grèce et s'émanciper de l'Empire ottoman. Cette révolte n'est cependant pas soutenue par aucune des puissances européennes et réprimée par l'Empire ottoman. La Russie, en effet, depuis la guerre de Crimée, a renoncé à son rôle de protectrice des orthodoxes de l'Empire ottoman, et son attention est désormais tournée vers les Balkans. Le mouvement panslaviste est alors très présent en Russie, et le ministre des Affaires étrangères instrumentalise pour mener une politique impérialiste, tournée à la fois vers l'Europe et les Balkans, et vers l'Asie. L'Autriche, devenue l'Empire austro-hongrois, fragilisé depuis la défaite de Sadova en 1866, ne peut plus jouer le rôle qu'elle occupait jusqu'alors dans les Balkans, laissant à la Russie le champ libre. Le panslaviste encourage alors les populations à se révolter contre l'Empire ottoman. Cette stratégie s'avère payante en 1875, lorsque débute une grande révolte dans les Balkans contre l'Empire ottoman. Profitant de la chute du Second Empire, de la situation difficile en Autriche-Hongrie, Gortchakov annonce en 1871 que la Russie revient sur le statut des détroits qui avait été réaffirmé par le traité de Paris en 1856 et prend la décision de réarmer sa flotte en mer Noire. Une convention signée à Londres le 13 mars 1871 prend acte de cette annonce. Dans le même temps, la Russie se rapproche de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, formant en 1872 la Ligue des Trois Empereurs. S'ouvre alors en 1875 une crise qui dure jusqu'en 1878 et ébranle fortement l'Empire ottoman. Partie d'Herzégovine, la révolte s'étend rapidement à plusieurs territoires des Balkans, décidant les grandes puissances européennes à intervenir. La Russie voit là l'occasion de partager les Balkans avec l'Autriche en cas de défaite de l'Empire ottoman et entre en guerre contre lui le 19 avril 1877. L'armée russe menace rapidement Constantinople et une première conférence de paix s'ouvre à San Stefano en février 1878. La Russie obtient alors de l'Empire ottoman des avantages considérables, ce qui ne peuvent admettre les puissances européennes, et une seconde conférence est organisée à Berlin en juillet. Un accord signé le 13 juillet 1878 accorde à la Roumanie, à la Serbie et au Monténégro leurs indépendances, mais met fin à l'idée d'une grande Bulgarie voulue par la Russie et les Serbes. Le congrès de Berlin modifie donc la donne du jeu des grandes puissances dans les Balkans, et notamment de l'Autriche-Hongrie et de la Russie. Jusque-là, ces deux puissances cherchaient à étendre leur influence dans les Balkans et envisageaient d'éventuels plans de partage de cette partie européenne de l'Empire ottoman. Les États nouvellement créés par les puissances européennes modifient les volontés russes et autrichiennes. Les nouveaux États n'agissent pas comme des glacis face à l'Empire ottoman, mais se présentent au contraire comme des États aux minorités multiples, tenaillés entre différentes aspirations nationales. C'est notamment visible lors de la crise bulgare. La Grande Bulgarie, instaurée par le traité de San Stefano, est aussitôt défaite par celui de Berlin et son territoire divisé en trois principautés. En 1885, la province de la Roumélie se soulève et déclare l'union avec la Bulgarie. Si le sultan ottoman accepte le fait accompli, les Russes et les Serbes, qui voient là le jeu de l'Autriche-Hongrie, s'y opposent. La Serbie envahit la Bulgarie, mais est rapidement vaincue et n'échappe que de peu à un désastre militaire. Le tsar russe Alexandre III tente de retourner la situation à son avantage, en plaçant à la tête du pays des alliés. Cependant, ceux-ci rompent les relations avec lui et la situation reste inchangée.
Ce n'est qu'avec l'avènement de Ferdinand de Saxe-Cobourg à la tête de la Bulgarie, la mort du tsar Alexandre III et la montée sur le trône de Nicolas II en 1894 que la situation change. Un rapprochement s'effectue entre les deux pays. La Russie accepte alors de reconnaître l'union entre la Bulgarie et la Roumélie. Dans le même temps, les alliances entre les puissances européennes évoluent. En 1882, la Triple Alliance est formée par l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche-Hongrie, tandis que la Russie se rapproche de la France, jusque-là isolée par la politique de Bismarck. Cette alliance entre la France et la Russie est notamment due aux ambitions autrichiennes dans les Balkans, qui freinent les ambitions russes concurrentes. Cependant, la Russie ne s'éloigne pas pour autant de l'Allemagne. Le Kaiser Guillaume II possède une influence considérable sur le tsar et l'enjoint à diriger ses ambitions impérialistes vers l'Asie, cherchant ainsi à détourner la politique extérieure russe des Balkans et de l'Empire ottoman. La Russie voit donc son influence diminuer dans les affaires de l'Empire ottoman, dont elle n'est plus le principal interlocuteur. En effet, l'Allemagne s'est considérablement rapprochée des Ottomans, tandis que l'Autriche-Hongrie a la main mise sur les Balkans. Lorsqu'éclate la première guerre balkanique en 1912, la situation dans les Balkans est explosive depuis plusieurs années. Le conflit se déroule entre plusieurs États des Balkans, alliés pour l'occasion, et l'Empire ottoman. Plusieurs alliances sont signées en mars 1912 entre la Serbie et la Bulgarie, en mai entre la Bulgarie et la Grèce, en octobre entre le Monténégro et la Serbie. Devant la réalité de cette alliance balkanique, toutes les puissances européennes, dont la Russie, cherchent à maintenir le statu quo afin de préserver l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman. De leur côté, les États balkaniques ont des vues sur la Macédoine et veulent tirer profit des troubles qui agitent la région pour battre militairement l'Empire ottoman, ce qui leur laisserait le champ libre. Les pays balkaniques envoient tout d'abord à la porte un ultimatum, la demandant de régler la question macédonienne et de mettre en œuvre des réformes. Devant son refus, la guerre est déclarée le 17 octobre 1912. L'armée ottomane est rapidement acculée aux portes de Constantinople et revient aux puissances européennes de statuer sur son sort. Une conférence s'ouvre alors à Londres en décembre 1912, qui est un échec. L'Empire ottoman ne peut se résoudre à accepter toutes les exigences des pays balkaniques et les combats reprennent. De nouveau, l'armée ottomane est battue et une deuxième conférence s'ouvre en mai 1913 à Londres. L'Empire ottoman est privé de tous ses territoires européens à l'exception de Constantinople. C'est la fin de l'Empire ottoman en Europe. Il ne participe pas à la Seconde Guerre balkanique où les anciens alliés se déchirent désormais sur la question de leurs frontières. Comme on l'a vu, depuis le règne de Pierre Ier le Grand, la Russie s'est constituée en véritable empire et cherche à étendre ses territoires à l'ouest vers les Balkans et à l'est vers le Caucase, terres faisant partie de l'Empire ottoman. Cette volonté d'expansion a été rendue possible par l'affaiblissement progressif de l'Empire ottoman. Au XIXe siècle, la montée en puissance des nationalismes et l'aggravation du déclin de l'Empire ottoman ont fait le jeu de la Russie. Tout au long du siècle, les relations entre la Russie et l'Empire ottoman demeurent complexes, souvent conflictuelles, et les guerres entre les deux États sont nombreuses. Ces relations tendues sont d'autant plus complexes que bien souvent les grandes puissances européennes interviennent pour conserver un équilibre entre les deux empires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.